1. HK. Coup d'entrée. Imaginez l'objet le plus rapide jamais créé par l'homme volant dans le vide. Il n'y a rien autour, pas d'étoiles à proximité, pas de planète, seulement le froid et le silence. Mais même à cette vitesse, le trajet jusqu'à Pluton a pris 9 ans. 9 ans sans aucune possibilité de faire demi-tour, aucune chance de réparation. Si quelque chose tombe en panne, la mission est terminée. C'est l'histoire d'un petit appareil envoyé par l'humanité à l'extrémité du système solaire, là où personne n'était jamais allé auparavant. C'est l'histoire de 9 années d'attente, d'une panne survenue 10 jours avant l'arrivée à destination et d'une photo qui a bouleversé tout ce que nous savions sur la dernière frontière. 2. Contexte. Le calme avant la tempête. Le 18 février 1930, Clyde Tombaugh, âgé de 24 ans, était assis dans une pièce sombre de l'observatoire Lowell, en Arizona. Devant lui se trouvait un comparateur à clignotement, un appareil permettant de passer rapidement d'une plaque photographique à l'autre, représentant la même partie du ciel, prise à quelques jours d'intervalle. Tombaugh n'était pas un astronome professionnel. C'était un fermier du Kansas qui avait construit son propre télescope et envoyé ses croquis de Jupiter à l'observatoire, simplement pour connaître l'avis des spécialistes. Il fut engagé comme assistant junior. Le travail était monotone. Comparer des milliers d'étoiles sur des plaques, rechercher le seul point qui avait bougé. Et il l'a trouvé. Une minuscule tache, à peine visible, s'est déplacée entre les images. Ce n'était pas une étoile. C'était un nouveau monde, au-delà de l'orbite de Neptune, à la limite extrême du système solaire connu. La planète a été baptisée Pluton, en l'honneur du dieu romain des enfers. Ce nom a été proposé par une écolière de 11 ans originaire d'Oxford. Le monde obscur a reçu un nom obscur, mais personne ne savait vraiment ce qu'était Pluton. Pendant les 75 années qui suivirent, il resta un mystère, un point lumineux dans les télescopes, une abstraction au bord de la carte. Même Hubble, le télescope spatial le plus puissant de l'humanité, ne voyait Pluton que comme une tache floue, quelques pixels. Les scientifiques ont comparé cela à essayer de distinguer un dessin sur un ballon de football à une distance de 65 km. On peut comprendre que le ballon existe. On peut même remarquer qu'il y a quelque chose dessus. Mais quoi exactement, c'est impossible à dire. On voyait des zones claires et sombres, des taches qui changeaient à mesure que la planète tournait. Mais ni montagne, ni vallée, ni cratère. Pluton restait un monde sans visage. Et pour voir son visage, il fallait s'approcher davantage. En 1989, le jeune planétologue Alan Stern a proposé pour la première fois à la NASA d'envoyer une mission vers Pluton. Il avait 32 ans. Il venait de soutenir sa thèse de doctorat et était obsédé par l'idée d'explorer le dernier monde inconnu du système solaire classique. La NASA a refusé. Stern n'a pas abandonné. Il a fait de nouvelles propositions. Encore et encore. Les projets ont été annulés, les budgets réduits, les priorités modifiées. Pluton Kuiper Express a été fermé. Pluton Fastfly B a été annulé. À chaque fois, une nouvelle raison, une nouvelle déception. Les années passaient. Les années 90 touchaient à leur fin. Un nouveau siècle commençait. Stern continuait à se battre. En 2001, la NASA a enfin lancé un appel d'offres pour une mission vers Pluton dans le cadre du programme New Frontiers. Stern a réuni une équipe issue du laboratoire de physique appliquée de l'Université Johns Hopkins et du Southwest Research Institute. Ils ont baptisé leur projet New Horizons. En 2003, après 14 ans de lutte, le projet a été approuvé. Mais il ne restait presque plus de temps. Pluton s'éloignait du Soleil sur son orbite allongée. Sa fine atmosphère azotée, réchauffée par la proximité relative de l'astre, commençait à geler et à se déposer à la surface. Si l'on ne lançait pas l'appareil en janvier 2006, il faudrait attendre encore 12 ans pour utiliser la gravité de Jupiter afin d'accélérer. Et d'ici là, l'atmosphère de Pluton aurait pu disparaître. L'équipe disposait de moins de 3 ans pour concevoir, construire et tester le vaisseau spatial destiné à la mission la plus lointaine de l'histoire. Ils ont réussi. Le 19 janvier 2006, à 19h GMT, la fusée Atlas V a décollé de Cap Canaveral. À son sommet, sous la coiffe, se trouvait un appareil de la taille d'un piano à queue et pesant 478 kg. Et à l'intérieur de cet appareil, dans une petite capsule en aluminium, se trouvait une partie des cendres de Clyde Tombaugh, l'homme qui a découvert Pluton il y a 76 ans et qui est décédé en 1997 sans jamais avoir vu sa planète de près. Il volait maintenant vers elle.
New Horizons a quitté les environs de la Terre à une vitesse de 16,26 km par seconde, 58 000 km à l'heure. Ce fut le lancement le plus rapide de l'histoire de l'astronautique. L'appareil a traversé l'orbite lunaire en 9 heures. Les Apollo avaient mis 3 jours pour cela, mais devant eux s'étendaient 5 milliards de kilomètres de vide. Et même à cette vitesse, cela signifiait 9 ans de voyage. 3. Analyse de l'anomalie/exploit technique. Escalade. La New Horizon n'était pas seulement rapide, elle était petite, légère et incroyablement économique. Les ingénieurs comprenaient qu'à une telle distance du Soleil, les panneaux solaires étaient inutiles. La lumière, qui en orbite autour de la Terre, fournit 1000 watts par mètre carré, s'affaiblit près de 1000 fois sur Pluton. L'appareil avait besoin de sa propre source d'énergie, indépendante des étoiles. La solution a été trouvée avec le RITEG, un générateur thermoélectrique à radioisotope. Son cœur nucléaire fonctionnait grâce à la désintégration du plutonium-238. 11 kg de combustible radioactif, scellé dans une capsule en titane, se désintégraient lentement en dégageant de la chaleur. Des thermocouples transformaient cette chaleur en électricité. Au moment du lancement, RITEG fournissait 245 watts, soit moins que 2 ampoules classiques. Au moment du survol de Pluton, la puissance était tombée à 200 watts. Cela suffisait à peine pour alimenter 7 instruments scientifiques, l'ordinateur de bord et l'émetteur. Mais cela suffisait. Les appareils ont été sélectionnés avec une précision chirurgicale. Chaque gramme compte. Le poids total du matériel scientifique est de 30 kg. Ralph. Caméra et spectromètre pour la prise de vue dans le domaine visible et infrarouge. Alice. Spectromètre ultraviolet pour l'étude de l'atmosphère. LORRI. Télescope à champ de vision étroit pour des images détaillées à grande distance. RX. Expérience radio pour mesurer la température et la pression. Plus des détecteurs de vent solaire, un compteur de poussière spatiale et un analyseur de particules chargées. Tout cela à la taille d'un piano à queue. Son poids équivaut à celui de 3 hommes adultes. L'appareil ne volait pas en ligne droite. En février 2007, 13 mois après son lancement, New Horizons s'est approché de Jupiter. Ce n'était pas un écart par rapport au cap, c'était un calcul. Le 28 février, l'appareil est passé à 2 300 000 km de la plus grande planète du système solaire. La gravité de la géante gazeuse l'a capturé, accéléré et projeté plus loin, comme une pierre lancée par une fronde. La vitesse a augmenté de 14 000 km à l'heure. Le trajet jusqu'à Pluton a été raccourci de 3 ans. Mais Jupiter n'a pas seulement donné l'accélération, il a donné une répétition. Pendant 4 mois, New Horizons a filmé le système jovien. Nuages, tempêtes, anneaux, satellites. Les caméras ont enregistré l'éruption du volcan Tvashtar sur Io, une colonne de matière incandescente projetée à 330 km au-dessus de la surface. Les capteurs infrarouges ont dénombré 36 volcans actifs. Les scientifiques ont observé 3 éruptions pour la première fois. C'était un test de résistance, une vérification de tous les systèmes en conditions réelles, 8 ans avant l'objectif principal. L'appareil a réussi. Et puis, le silence s'est installé. New Horizons a passé la majeure partie du voyage en hibernation. Les systèmes sont désactivés. L'ordinateur est en veille. Une fois tous les quelques mois, l'appareil se réveillait, envoyait un signal « Je suis en vie » à la Terre, puis se rendormait. Ce n'est pas le romantisme des voyages lointains, c'est une nécessité technique. Moins l'électronique fonctionne, moins elle s'use. Moins il y a de commandes depuis la Terre, moins il y a de risques d'erreur. Les années passaient. 2008, 2010. L'appareil avait parcouru la moitié du chemin. 2012, 2014. L'équipe au sol vieillissait avec la mission. Alan Stern, qui avait commencé à se battre pour le vol vers Pluton en 1989, attendait désormais le résultat de son rêve depuis 26 ans. En décembre 2014, New Horizons s'est réveillé pour la dernière fois. 6 mois de travail intense l'attendaient. Rapprochement, survol, photos historiques. Tout se déroulait comme prévu. Et puis vint le 4 juillet 2015, jour de l'indépendance des États-Unis. Fête, feu d'artifice. À 13h54, heure de l'Est, le centre de contrôle du laboratoire de physique appliquée a perdu le contact avec l'appareil. Nouveaux horizons, sais-tu, à 10 jours de l'objectif. Dans la salle de contrôle, c'est le silence.
Puis, c'est la panique contrôlée. Les gens qui attendaient en ce moment depuis près de 10 ans, regardez-les, les écrans vides. L'appareil se trouvait à 4 milliards 900 millions de kilomètres de la Terre. Le signal voyageait à la vitesse de la lumière pendant 4 heures, et demi dans un sens. Toute commande nécessitait 9 heures pour obtenir une réponse. Si quelque chose tombait en panne, personne ne pouvait le réparer. 1 heure s'est écoulée. 1 heure et 21 minutes. À 15h15, le signal est revenu. Le pilote automatique s'est déclenché. L'ordinateur de bord a détecté une surcharge. Il essayait simultanément de compresser les données scientifiques et de télécharger une nouvelle séquence de commandes pour le vol. Le processeur n'a pas pu faire face. Le système a fait ce pour quoi il avait été programmé. Il est passé à l'ordinateur de secours et a envoyé un signal de détresse. Les 3 jours suivants, l'équipe a réparé l'appareil. 3 jours sans sommeil, avec un retard de 9 heures pour chaque équipe. Ils ont réussi. Le 7 juillet, New Horizons a repris son fonctionnement normal. Moins d'1% des observations prévues ont été perdues. Aucune mesure critique n'a été affectée. Alan Stern a déclaré aux journalistes « Sur le plan scientifique, cela n'aura aucune incidence sur notre évaluation. » Mais au fond de lui, il savait à quel point ils étaient proches de la catastrophe. 4. Reconstruction de l'événement / coulisses, le cœur de l'histoire. Le 14 juillet 2015. À 11h49 GMT, New Horizons a franchi le point de rapprochement maximal avec Pluton. 12 500 km au-dessus de la surface. Vitesse 50 000 km à l'heure par rapport à la planète naine. À cette vitesse, l'appareil n'avait que quelques heures pour collecter des données. Quelques heures seulement après 9 ans de voyage. Les caméras fonctionnaient sans interruption. Laurie prenait des photos détaillées. Ralph scannait la surface dans différents spectres. Alice étudiait l'atmosphère éclairée par le soleil à l'arrière. Mais sur Terre, cela n'a pas été vu. Cela ne pouvait pas être vu. Au moment où il était le plus proche, l'appareil ne transmettait pas de données. Il était trop occupé. Il filmait, mesurait, enregistrait tout sur ses disques durs embarqués. L'antenne était dirigée vers Pluton, pas vers la Terre. Ce n'est que 13 heures après le survol que New Horizons s'est retourné et a envoyé son premier signal, une séquence de données de 15 minutes confirmant que le survol s'était déroulé avec succès. Ce signal a atteint la Terre à 0h52 le 15 juillet, heure de Greenwich. Au centre de contrôle, applaudissements, embrassades, larmes. Les personnes qui ont travaillé sur cette mission pendant des décennies ont enfin appris que ça avait marché. Et puis les photos sont arrivées. Et Pluton s'est avéré ne pas être ce à quoi on s'attendait. Les scientifiques s'attendaient à voir un monde mort, une surface ancienne, couverte de cratères comme la Lune ou Mercure, une boule gelée à la lisière du système solaire, inchangée depuis des milliards d'années. Au lieu de cela, ils ont découvert une planète vivante. La première chose qui sautait aux yeux était une gigantesque zone claire en forme de cœur. Elle mesurait près de 1600 km de diamètre. Elle fut immédiatement baptisée Zone Tombaugh, en l'honneur de l'homme dont les cendres se trouvaient à bord de l'appareil. Mais ce n'était que le début. La partie gauche du cœur, la plaine Spoutnik, s'est avérée être un gigantesque glacier de azote gelé. 1000 km de glace pure et lisse. Et sur cette glace, il n'y avait pas un seul cratère. Aucun. Une surface vieille de 4 milliards et demi d'années devrait présenter des cratères. L'espace projette des roches sur tout ce qu'il rencontre. S'il n'y a pas de cratères, cela signifie que quelque chose les efface. Cela signifie que la surface est jeune. Cela signifie que la planète est géologiquement active. L'âge de la plaine Spoutnik a été estimé à moins de 10 millions d'années. À l'échelle géologique, c'est hier. La glace azotée sur cette plaine ne reste pas immobile. Elle bouge. Une lente convection la mélange, comme l'eau dans une bouilloire mais des milliers de fois plus lentement. La glace chaude remonte des profondeurs, tandis que la glace froide descend. Cela crée d'étranges cellules polygonales à la surface, chacune mesurant des dizaines de kilomètres de diamètre. Pluton respire. Lentement, à peine perceptiblement, mais il respire. Près du glacier, il y a des montagnes. Pas des collines, ni des élévations, mais de vraies montagnes pouvant atteindre 3,5 km de haut. Elles ont été baptisées montagne Norgeia et montagne Hillary, en l'honneur des premiers conquérants de l'Everest. Mais ces montagnes ne pouvaient pas être faites de la même glace azotée que la plaine. La glace azotée est trop molle, elle aurait coulé sous son propre poids. Les montagnes de Pluton sont faites de glace d'eau. À une température de moins 230 degrés Celsius,
La glace d'eau est dure comme du granit. Et au-dessus de tout cela, l'atmosphère. Une brume très fine s'étendant sur des centaines de kilomètres vers le haut. Une vingtaine de couches, clairement visibles sur les photos prises à contre-jour. Une brume bleue. Pluton a un ciel bleu, comme la Terre. Les particules présentes dans cette brume sont des tholines. Il s'agit de molécules organiques qui se forment lorsque les rayons ultraviolets du Soleil décomposent le méthane et l'azote présents dans l'atmosphère. Elles se déposent à la surface, donnant à Pluton sa teinte rougeâtre brunâtre caractéristique, organique, à la lisière du système solaire, sur une planète que l'on croyait morte. Mais le mystère principal était plus profond. L'analyse des données a montré que sous la croûte glacée de Pluton se cache probablement un océan, de l'eau liquide, peut-être mélangée à de l'ammoniac qui l'empêche de geler, l'orientation des plaines de Spoutnik, la nature des failles tectoniques à la surface, la mécanique même de la rotation de la planète. Tout indiquait la présence d'un immense réservoir de liquide sous terre, l'océan sur Pluton. Cette idée semblait folle encore la veille du survol. C'est désormais une hypothèse de travail. 5. Conséquences, cicatrices et découvertes. Pluton n'était qu'une partie de l'histoire. Le système de la planète naine compte 5 satellites, et chacun d'entre eux s'est avéré étrange à sa manière. Charon est le plus grand d'entre eux. Son diamètre est de 1212 km, soit plus de la moitié de celui de Pluton. Ces deux corps ne tournent pas l'un autour de l'autre, au sens habituel du terme. Ils tournent autour d'un centre de masse commun, situé dans le vide entre eux. Pluton et Charon forment une planète double, liée à jamais par une danse gravitationnelle. Sur les photos, Charon avait un aspect très différent de celui de son maître. Gris, austère, creusé de canyons. Mais un détail attirait le regard. Le pôle nord du satellite était rouge, une tache rouge foncée, officieusement baptisée Mordor, en référence au sombre pays décrit dans les livres de Tolkien. D'où vient cette couleur? La réponse s'est avérée liée à Pluton. Le méthane qui s'échappe de l'atmosphère de la planète naine est partiellement capturé par Charon. Au pôle du satellite, plongé dans un hiver centenaire, ce méthane gèle. Puis, lorsque le pôle se tourne à nouveau vers le Soleil, les rayons ultraviolets transforment le méthane en composé organique lourd. Ces mêmes tholines qui donnent à Pluton sa couleur. Le bonnet rouge de Charon est un cadeau de son voisin. Un baiser chimique à travers le gouffre de l'espace. Un canyon géant a été découvert sur Charon, un système de failles s'étendant sur 1800 km. Il est 4 fois plus long que le Grand Canyon et 2 fois plus profond. Les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'autrefois, Charon abritait également un océan liquide, puis celui-ci a gelé. L'eau, en se transformant en glace, s'est dilatée. La croûte du satellite n'a pas résisté à la pression interne et s'est fissurée. Charon a littéralement été déchiré de l'intérieur. Son propre océan est devenu son bourreau. Les 4 petits satellites, Styx, Nix, Kerberos et Hydra, se sont révélés encore plus étranges. Minuscules, de forme irrégulière, ils ressemblaient à des pommes de terre, mais leur surface reflétait la lumière avec une luminosité inattendue. Ils étaient recouverts de glas d'eau pure, et ils tournaient mal. Les satellites ordinaires sont synchronisés avec leur planète. Une face est toujours tournée vers leur maître. C'est le cas de notre Lune. C'est également le cas des grands satellites de Jupiter et de Saturne. Les petites lunes de Pluton, non. Elles tournent sur elles-mêmes. Elles tournent de manière chaotique, comme des toupies lancées par une main maladroite. Hydra effectue 89 rotations autour de son axe pour chaque rotation autour de Pluton. Nix tourne à la fois, en arrière et sur le côté. L'influence gravitationnelle de Pluton et Charon, qui tournent l'un autour de l'autre, plonge la mécanique orbitale dans le chaos. Ces petits mondes n'ont jamais connu la paix. Le vol a duré plusieurs heures. Le transfert des données a pris 15 mois. En raison de la distance considérable, la vitesse de connexion était de 1 à 2 kilobits par seconde, à peu près comme un modem des années 90. 6 gigaoctets et demi de données scientifiques ont traversé l'abîme goutte à goutte, petit à petit. Le 25 octobre 2016, la dernière information est arrivée sur Terre. Ce n'est qu'à ce moment-là que les scientifiques ont reçu l'archive complète de la mission. Mais Nouveaux Horizons ne s'est pas arrêté là. Le 1er janvier 2019, 3 ans et demi après Pluton, l'appareil a dépassé sa prochaine cible, un objet de la ceinture de Kuiper provisoirement baptisé 2014 MU69. Il a ensuite été nommé Arrokoth, un mot de la langue amérindienne Powhatan qui signifie ciel.
Arrokoth se trouvait à 6 milliards et demi de kilomètres du Soleil. C'est l'objet le plus éloigné jamais visité par un engin spatial, et il ressemblait à un bonhomme de neige. Plus précisément, 2 crêpes collées l'une à l'autre. Système double de contact. 2 objets qui volaient autrefois côte à côte se sont lentement rapprochés et se sont délicatement unis. Ils ne se sont pas heurtés, ils se sont unis, presque sans choc. C'est important, cela change les théories. Auparavant, on pensait que les planètes et leurs éléments constitutifs se formaient à la suite de collisions violentes. Chaos, choc, destruction et refonte. Arrokoth a prouvé le contraire. À l'aube du système solaire, la matière pouvait s'agglomérer de manière fluide, presque délicate, comme des flocons de neige formant un tas de neige. Arrokoth est une capsule temporelle. Il n'a pratiquement pas changé depuis 4 milliards et demi d'années. C'est un vestige de l'époque où le système solaire venait de naître. 6. Épilogue, catharsis philosophique. Actuellement, New Horizons se trouve à plus de 60 unités astronomiques du Soleil. Une unité astronomique correspond à la distance entre la Terre et le Soleil. 60, c'est 2 fois plus loin que Pluton au moment du survol. L'appareil s'éloigne à une vitesse d'environ 500 millions de kilomètres par an. À cette vitesse, il parcourait la distance entre la Terre et le Soleil en environ 4 mois. Mais tout autour, il n'y a que le vide. Le Ryutage continue de fonctionner. Sa puissance diminue chaque année. Le plutonium-238 se désintègre. La chaleur diminue. Mais l'énergie est encore suffisante. Les appareils fonctionnent. L'émetteur transmet les données. En 2024, le compteur de poussière à bord du New Horizons a enregistré un résultat inattendu. Le niveau de particules de poussière à la périphérie de la ceinture de Kuiper s'est avéré plus élevé que ne le prévoyaient les modèles. Beaucoup plus élevé. Cela pourrait signifier que la ceinture de Kuiper s'étend plus loin qu'on ne le pensait, ou qu'il existe une autre ceinture derrière elle, un deuxième anneau composé de débris anciens qui entourent le système solaire. Nous ne le savions pas. Nous ne pouvions pas le savoir avant que notre appareil n'y arrive. La NASA a prolongé la mission jusqu'en 2028 ou 2029, jusqu'à ce que New Horizons quitte la ceinture de Kuiper. L'équipe continue de chercher une nouvelle cible à survoler, mais aucun objet approprié n'a encore été trouvé. Il est possible que l'appareil s'enfonce dans l'espace interstellaire sans rencontrer d'autres objets sur son chemin. Comme les voyageurs, comme les pionniers, un autre messager de l'humanité disparaissant dans l'obscurité. Mais avant de se taire pour toujours, il a eu le temps de nous montrer Pluton, un monde qui, pendant 85 ans, n'était qu'un point, un pixel sur un écran, une abstraction au bord d'une carte. Il a désormais un visage, des montagnes et des glaciers, un ciel bleu et des plaines rouges, un cœur nommé en l'honneur de celui qui l'a découvert. Clyde Tombaugh est mort en 1997, 9 ans avant le lancement de la mission. Il n'a pas vu ces photos. Il n'a pas su que sa découverte n'était pas une pierre morte, mais un monde vivant, complexe et étonnant. Mais une partie de celui-ci, 30 grammes de poussière dans une capsule en aluminium, a volé à 12 000 km de la surface de Pluton. Et maintenant, il continue son voyage vers des étoiles que l'homme n'atteindra jamais. Cela a pris 26 ans de lutte, 9 ans de vol, 4 heures et demie d'attente pour chaque signal, pour quelques heures passées à destination, pour des photos qui ont mis 15 mois à arriver sur Terre, pour des réponses à des questions que nous ne savions même pas poser. Le site web de la NASA a reçu plus de 2 milliards de visites pendant les jours du survol. Les photos de Pluton ont fait la une des journaux sur les 7 continents. Des millions de personnes qui ne s'étaient jamais intéressées à l'espace ont soudainement voulu voir le cœur au bord du système solaire. Parce que c'est important. Ce n'est pas pratique, ce n'est pas économique. Pluton ne nous fournira pas de ressources, ne deviendra pas une colonie, ne résoudra pas les problèmes terrestres. Mais il nous rappelle qu'au-delà de tout ce qui nous est familier, il existe des mondes entiers, complexes, étranges, magnifiques. Ils attendent que nous trouvions le moyen de les atteindre. Nouveaux horizons volent à travers le vide. Il n'y a rien autour. Pas d'étoiles à proximité, pas de planètes, seulement le froid et le silence. Mais ils continuent d'envoyer des signaux, et nous continuons à écouter.